Vous savez, en tant que passionné par tout ce qui touche à l'esprit humain, je suis toujours bluffée de voir à quel point des textes très anciens arrivent à capter notre psychologie moderne, et vraiment avec une précision hallucinante. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un concept absolument fascinant. C'est une idée qui, honnêtement, flotte dans l'air depuis des millénaires. On va lever le voile sur une dynamique invisible, quelque chose qui opère tous les jours dans nos vies, souvent sans même qu'on s'en rende compte, et qui sculpte littéralement notre réalité. Alors posez-vous la question. Et si les choses qu'on redoute le plus, eh bien c'était exactement celles qu'on attire sans le vouloir? Ouais, c'est lourd comme question, non? Laissez ça résonner 2 secondes. On a tous connu ça, ce sentiment tenace que nos pires angoisses, nos scénarios catastrophes, finissent un peu trop souvent par se réaliser. Mais attendez, est-ce que c'est juste de la malchance, de l'univers, ou bien est-ce qu'il y a une vraie mécanique psychologique implacable derrière tout ça? C'est là qu'intervient le texte de base de notre décryptage. Écoutez bien la formulation. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Ces mots, on les attribue au roi Salomon il y a plus de 3000 ans. C'est fou! Et attention, il ne faut surtout pas voir ça juste comme une petite leçon de morale, pas du tout. Pensez-y plutôt comme l'énoncé d'une loi invisible du comportement humain. C'est une observation brillante sur la façon dont notre attention façonne nos actions en coulisses. Ce qui nous amène à notre première partie. Une loi ancienne et invisible, la prophétie autoréalisatrice. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce que ce vieux texte nous dit au fond, c'est ce que la psychologie moderne appelle la prophétie autoréalisatrice. L'idée centrale est dingue quand on y pense. Tout ce qu'on nourrit activement dans notre esprit, que ce soit positif ou hyper négatif, va finir par grandir et se manifester dans la vraie vie. C'est du cause à effet pur et dur. En gros, là où on met notre attention, on crée un aimant géant. Et ça illustre parfaitement les 2 chemins qui s'offrent à nous en permanence. D'un côté, on a la voie de la peur. Si on bloque sur l'anxiété, sur le fameux « et si ça se passe mal », eh bien, ça mène presque mathématiquement à l'échec. Pourquoi? Parce que ça paralyse complètement. De l'autre côté, on a la voie de l'intention. Là, on se concentre sur des envies constructives, ce qui crée forcément un terrain parfait pour réussir. Et ce choix d'attention, on le fait souvent de façon totalement inconsciente, alors qu'il dicte la direction de toute notre vie. On passe à la deuxième section, la peur comme semence, l'anatomie de la crainte. On va se pencher sur la première moitié de ce proverbe. C'est un peu plus sombre, je vous l'accorde, mais c'est tellement humain. La peur, on connaît tous ça, c'est viscéral. Mais comprendre comment elle fonctionne, c'est comprendre comment elle peut littéralement saboter notre vie de l'intérieur, surtout si on la laisse prendre le volant face à l'inconnu. Parce que, soyons clairs, la peur n'est pas juste un petit sentiment passif qui reste sagement dans un coin de notre tête. Non, la source nous explique que quand elle commence à dicter nos choix, elle se transforme en une vraie graine active. Prenez les angoisses classiques, la peur d'être trahi, la peur panique de perdre son argent, de rater sa carrière, ou même la terreur d'être abandonné. Ces peurs-là, elles ne dorment jamais. Elles germent, elles bossent en arrière-plan et elles modifient complètement la façon dont on perçoit la réalité. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment se forme cette spirale infernale. Prenons l'exemple de la trahison. Étape 1, on a une peur bleue d'être trahi. Étape 2, cette peur nous ronge et installe une méfiance permanente avec tout le monde. On analyse le moindre détail. Étape 3, cette paranoïa, ces petites remarques passives-agressives, ça commence à épuiser notre entourage et ça détruit la confiance. Résultat des courses, étape 4, on finit dans la solitude ou effectivement trahi parce qu'on a fini par repousser tout le monde. C'est fou, non? Nos propres actions ont créé notre pire cauchemar. Bref, c'est exactement ça, le cœur du problème. Imaginez une personne terrifiée à l'idée de faire faillite. Elle va stresser en permanence, prendre des décisions complètement irrationnelles sous le coup de la panique, et boum, elle finit par provoquer sa propre ruine. En fait, c'est impossible de vivre constamment avec la peur au ventre sans finir par fabriquer de toutes pièces le scénario catastrophe qu'on redoutait. Notre esprit construit littéralement ce qu'il regarde le plus. Allez, on respire, on passe à la 3e section. Le pouvoir des intentions, la spirale ascendante. Heureusement que le texte ne s'arrête pas là. On va se tourner vers le positif avec la 2e partie de la citation. Ce que désirent les justes leur est accordé. Là, on sort enfin de cette spirale d'anxiété étouffante pour voir l'autre côté de la médaille, la spirale ascendante, celle qui se construit avec des intentions claires, nettes et surtout orientées vers la construction. Et ce qui est génial ici, c'est la logique implacable du truc. Prenez cette dynamique de cause à effet. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est du pur pragmatisme. Si l'objectif, c'est d'aider sincèrement les autres, eh bien naturellement, les portes vont s'ouvrir. Les gens répondent toujours à la générosité. Si on se met en tête qu'il y a des opportunités partout, devinez quoi? Notre cerveau va se calibrer pour les remarquer. Et si on sème la paix, on va récolter de super relations. L'intention positive, ça change littéralement nos interactions au quotidien.
Par contre, petite précision super importante. Quand le proverbe parle des justes, on ne parle pas d'êtres humains parfaits ou de personnes infaillibles. Pas du tout. En fait, ça nous dit de manière très pragmatique qu'une personne juste, c'est simplement quelqu'un qui choisit consciemment ce qu'elle fait entrer dans sa tête. Parce qu'au final, on devient ni plus ni moins que ce qu'on consomme et ce qu'on nourrit dans notre esprit tous les jours. C'est aussi simple que ça. Quatrième partie, le miroir intérieur, faire un audit interne. Alors là, j'ai une petite question, une vraie question d'introspection. Si on se regarde dans le miroir 2 secondes, quelles sont les graines qu'on arrose dans notre vie, là, tout de suite? Souvent, on le fait par pure habitude, sans même y penser. Faisons un petit audit interne pour voir ce qui pousse vraiment dans notre jardin mental. D'un côté, on a ces mauvaises herbes, ces graines de peur, de jalousie, de stress, de colère. Franchement, elles plombent l'esprit et elles pompent toute notre énergie vitale. La jalousie qui ronge de l'intérieur, le stress chronique qui casse le corps, la colère qui empoisonne les discussions, c'est super toxique. Et si on arrose ça tous les jours en y prêtant attention, ça va complètement envahir notre tête et bousiller notre vision du monde. Mais à l'inverse, on a ces graines lumineuses qui nous tirent vers le haut. La foi, qu'elle soit spirituelle ou que ce soit juste une confiance inébranlable en l'avenir. L'espérance qui donne la niaque pour avancer. La gratitude, vous savez ce truc de dire merci pour ce qu'on a déjà au lieu de pleurer sur ce qui manque. Ou encore l'intégrité. Alors oui, cultiver tout ça, ça demande un vrai effort conscient, c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on prépare le terrain pour une réalité beaucoup plus saine et épanouissante. Ce qui nous amène à la 5e section. 3 étapes de transformation de la théorie à l'action. Allez, on avance et on va voir comment tout ça se construit en pratique. C'est bien beau de philosopher sur des textes anciens, mais le but, c'est quand même d'utiliser ce savoir pour changer la donne. Comment on fait le pont entre la théorie psychologique et le quotidien pour enfin inverser la vapeur? Pour ça, l'analyse nous propose 3 étapes hyper concrètes. La première, il faut extérioriser. Écrivez noir sur blanc votre plus grande peur. Mettez des mots dessus, ça va direct la sortir de l'ombre et lui enlever son pouvoir. Deuxièmement, et c'est le plus dur, je vous préviens, arrêtez de la nourrir. Coupez radicalement les conversations toxiques, arrêtez de scroller sur des trucs qui angoissent, cassez la spirale. Et troisièmement, amorcez le changement en semant ce que vous voulez vraiment voir arriver. Changez de discours, pensez différemment et agissez avec espoir, pas peur. S'il y a une phrase à retenir pour résumer toute cette sagesse millénaire, c'est bien celle-ci. Pour récolter la paix, il faut semer la foi. Ce qu'on plante dans notre cœur finit inévitablement par revenir dans notre réalité matérielle. C'est une loi de la nature, c'est aussi infaillible que la gravité. On ne peut pas semer de l'angoisse ou du ressentiment et espérer récolter de la joie par miracle. C'est impossible. Pour avoir la paix, l'action non négociable, c'est de planter la confiance. Et c'est là-dessus que cette réflexion de 3000 ans nous laisse. Notre esprit, c'est juste un sol incroyablement fertile. Il ne fait pas la différence entre une graine de peur ou une graine d'espoir. Lui, il fait juste pousser ce qu'on lui donne avec constance. Alors, face à ça, la question que je vous pose pour terminer cette analyse, c'est qu'allons-nous choisir de semer aujourd'hui dans notre propre esprit? Pensez-y. En tout cas, en tant que passionné par ces dynamiques, c'était un vrai bonheur de partager cette exploration avec vous. À très vite.